Un grand bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous, bienvenue sur la chaîne Tech & Co et bienvenue dans Tech Hebdo. Et effectivement, comme chaque lundi, on se retrouve pour débriefer l'actu tech et vous le voyez, Jérôme n'est pas là cette semaine avec moi, il est en vacances, il a bien raison. J'ai le plaisir de vous retrouver donc pour vous présenter quand même ce rendez-vous dédié à la tech avec au sommaire dans Tech Hebdo ce soir, plein de bonnes choses. Est-ce que vous avez vu passer cette info incroyable? Meta va lancer son abonnement payant. Facebook, Instagram, mais qu'est-ce que ça veut dire au juste? Eh bien, Luc Chagnon va tout nous expliquer dans un instant. On s'intéressera aussi à l'actualité des smartphones à une semaine du grand salon dédié aux smartphones à Barcelone, où on sera d'ailleurs, avec un nouvel Oppo pliant qu'on va vous présenter avec notre porte-parole. Et puis l'app de la semaine, ce sera avec Eva Serraillon. Le salon de l'agriculture, c'est pour bientôt. Et bien, quelles sont les applis sympathiques justement qui sont liées à l'agriculture? Vous verrez, il y en a quand même quelques-unes. Voilà, j'espère que le sommaire vous plaît. Merci d'être avec nous. Bienvenue, c'est parti pour Tech Hebdo sur la chaîne Tech & Co. Et nous voilà de retour. Donc, je vous rappelle que Tech Hebdo, c'est chaque lundi, 26 minutes pour faire le tour de l'actu tech avec la rédaction de Tech & Co. Parce que vous le savez, Tech & Co, c'est tout un univers que vous pouvez retrouver chez nous avec l'émission que je présente sur BFM Business, mais aussi la chaîne de télé Tech & Co que vous retrouvez sur toutes les box. Et puis le site aussi Tech & Co qui vous tient au courant de toute l'actualité tech 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tiens, justement, l'actualité de cette semaine... On en parle tout de suite avec Luc Chagnon qui me rejoint sur ce plateau. Bonjour Luc et merci d'être avec nous. Bonjour François, merci de me recevoir. Et bien voilà, Luc qui est journaliste à la rédaction de Tech & Co et il a farfouillé dans toute l'actu de ces derniers jours, Luc, et on va s'intéresser à cette première news qui nous fait tous trembler. Ouais. Tous les utilisateurs, ils sont nombreux, les utilisateurs de Facebook et Instagram. C'est vrai, ils sont beaucoup. Et après milliards. Twitter, visiblement, Mark Zuckerberg semble inspiré par les bonnes ou les mauvaises actions d'Elon Musk, puisque voilà, il a annoncé ce week-end, Mark Zuckerberg, eh bien, que certaines fonctionnalités de Facebook et de Instagram deviendraient payantes. C'est ça, oui. Donc effectivement, c'est la grande mode, les abonnements dans les réseaux sociaux. On a vu Twitter Blue, c'était en décembre, qui a été lancé par Elon Musk. Et maintenant, donc, Mark Zuckerberg présente l'abonnement Meta Verified, c'est comme ça que ça s'appellera, donc vérifié comme la petite coche que vous avez par exemple sur Twitter Blue qui confirme votre identité. C'est un des aspects. Mais après le certified, on a le verified. C'est ça, c'est toutes les versions du mot. Donc, c'est un abonnement qui effectivement concerne Facebook et Instagram. Et qui coûterait apparemment environ entre 12 et 15 $ par mois selon si vous l'achetez sur les stores ou le site web. Oui, parce que si on passe par l'iPhone ou par Google, par l'Android, ça coûtera plus cher. Les plateformes prennent les commissions, donc le site répercute ça. Et donc voilà, cet abonnement, il vous promet plusieurs choses. Donc Mark Zuckerberg vous promet plusieurs choses pour le moment. Principalement, les principales fonctionnalités, la première, c'est plus de visibilité. Donc en gros, vos publications seront davantage vues par les gens, elles seront plus poussées par l'algorithme, à la fois dans les recommandations, à la fois dans les résultats de recherche, quand on n'a pas nom, par exemple, c'est votre profil qui remontera en premier, et dans les commentaires, par exemple, ce seraient les commentaires des utilisateurs vérifiés qui passeraient en premier quand vous scrollez pour voir les commentaires. Ouais, donc on a un accès un peu VIP à la plateforme. C'est ça, oui, c'est un boost légal, on va dire, par rapport aux utilisateurs gratuits, on va dire. Ça, c'est le premier angle. Et le deuxième angle, c'est aussi, finalement, là aussi, ça se rapproche beaucoup de Twitter Blue, c'est la vérification de l'identité pour prouver que vous êtes bien la personne que vous prétendez être. Donc, si vous payez, effectivement, c'est 12 à 15 $ par mois selon le support, vous aurez pareil un badge. Alors, on n'a pas encore le design du badge, mais est-ce que ça ressemblera pareil à la petite tic Twitter Blue? On ne sait pas, mais donc qui confirmera que vous êtes bien la personne que vous prétendez être. Et pour ça, il faudra, contrairement à Twitter Blue qui se reposait un petit peu sur la confiance des gens en disant oui, on vous fait confiance, donnez-nous vos 8 $. Meta explique qu'il faudra fournir un document d'identité, comme une carte d'identité ou un passeport. Donc là, au moins, ça se reposera sur un document. Légitime. Voilà, c'est ça. Là, au moins, pour le coup, c'est officiel. N'importe qui ne peut pas prétendre, juste avec 8 $ être n'importe qui. Donc, à la fois sur ce côté, la confirmation d'identité, et ça passera aussi par Meta qui explique qu'ils vont faire pour les abonnés une recherche
active des comptes qui pourraient tenter d'usurper votre identité. Donc même si vous-même n'avez pas repéré qui que ce soit, alors si personne n'a signalé de compte qui correspond à vous, Meta apparemment rechercherait des comptes qui pourraient essayer de se faire passer pour vous pour profiter de votre renommée si vous êtes un utilisateur avec beaucoup d'abonnés. Donc il y aura une recherche proactive. Et il y aura aussi d'autres fonctions plus annexes comme des stickers spécifiques pour les stories ou les reels et des étoiles, donc une espèce de monnaie interne à Facebook qui permet de mettre en avant des créateurs qu'on apprécie, qu'on a envie de mettre en avant. D'accord. Parce que la certification existe déjà sur Facebook. Alors elle est moins mise en avant que sur Twitter, mais voilà, il y a certaines personnalités qui ont des badges bleus, à la fois sur Facebook, mais aussi sur Instagram. Aussi sur Instagram, beaucoup sur Donc Instagram. finalement, on ne sait même pas si ça va remplacer ce badge bleu, le fait de payer. Est-ce que ça sera une autre certification ? Alors, c'est encore le flou en fait, ou pas ? pour le moment, c'est relativement flou, d'autant plus que, je ne l'ai pas encore dit, mais cet abonnement, à l'heure qu'il est, et encore d'ici la fin de la semaine, n'est disponible que dans 2 pays, c'est-à-dire l'Australie et la Nouvelle-Zélande. C'est vraiment une phase de test, et donc là aussi, ça fait partie des choses qui restent à définir pour Meta. Mais en tout cas, dans leur communiqué, ils expliquent que pour le moment, ça n'a pas vocation, en tout cas, ceux qui ont déjà la certification plus ancienne n'auront pas vocation à la perdre, ça s'ajouterait, mais bien sûr, la manière d'associer les deux serait à l'étude, en gros. Mais c'est vrai que voilà, les certifications existent déjà et un peu comme pour Twitter, il y avait déjà évidemment alors à la fois soit des accusations que ce soit un petit peu arbitraires, que pour un nombre d'abonnés égal, on va dire, c'était pas toujours sûr qu'une personne allait l'avoir et l'autre pas, et pourquoi, c'était assez compliqué, les ressorts derrière la certification n'étaient pas toujours clairs. Et en plus, il y avait là aussi des histoires de trafic, on va dire, de certification où quelqu'un obtenait une certification d'une certaine manière et pouvait revendre ensuite le compte à quelqu'un d'autre qui se faisait passer ensuite pour, par exemple, arnaquer des gens sur les réseaux sociaux. Voilà, il y avait une part d'arbitraire et c'est aussi pour ça que ce genre de système est mis en place. Mais c'est aussi évidemment une manière pour Meta d'augmenter ses revenus. Voilà, de diversifier ses sources de revenus, de gagner de l'argent d'une autre manière que la publicité, qui n'est pas toujours, qui l'an dernier a pris un certain coup, on va dire. Voilà. Et en plus, avec les paris de Facebook et de Meta dans le métavers, qui ne se sont pas toujours révélés payants, qui en tout cas sont révélés très coûteux, Facebook et Meta, de manière générale, ont effectivement besoin de cash. Voilà, ont besoin de cash, tout simplement. Ouais. Voilà, bon, on verra bien maintenant qui est prêt à mettre 12 à 15 $ par mois pour avoir ces fonctionnalités, alors certes séduisantes, mais pas capitales, c'est ça, au fonctionnement de Facebook. Ça va être un vrai défi. Et voir un petit peu si beaucoup de gens, parmi les 2 milliards d'abonnés Facebook... oui, c'est ça, plusieurs centaines de millions. Après, ça va peut-être professionnaliser Facebook finalement, parce que peut-être que des gens qui ont véritablement un intérêt à poster sur Facebook, parce que c'est des boîtes, parce que c'est des marques, ou des personnalités, peut-être qu'eux le feront. Mais... Effectivement, voilà, ça paraît en tout cas pour l'instant réservé aux gens qui ont un intérêt à avoir une grosse audience. Et pour le moment, c'est pas encore accessible aux entreprises. Donc voilà, cet aspect-là de professionnalisation n'est pas encore accessible. Mais tout comme Twitter l'a étendu aux entreprises, aux gouvernements, plus cher encore, je pense. Tout comme effectivement sur Twitter, ça risque de coûter plus cher. Mais effectivement, 15 $ par mois, on se demande, à part les grands influenceurs qui ont besoin de garantir que c'est bien eux, oui, sans doute que la grande majorité des utilisateurs seront un peu frileux à l'idée de prendre d'argent. Et tu le dis bien gentiment, en plus. Luc, dans l'actu, on va parler évidemment d'intelligence artificielle. Et vous le savez, Bing a intégré ChatGPT depuis quelques jours déjà, avec parfois des situations un peu rocambolesques. C'est improbable, oui. Où l'intelligence artificielle, on est même venu à insulter les utilisateurs. On en a parlé d'ailleurs. Et on voit que Microsoft s'est rendu compte quand même de toutes ces, toutes ces petites dérives. Vu le nombre de gens qui effectivement ont publié des captures d'écran, des échanges avec Bing sur les réseaux sociaux, il y a peu de chances que ça passe entre les... C'est pas la meilleure pub aussi pour Bing et pour... ChatGPT. Surtout quand Microsoft promet un système qui risque de révolutionner la recherche sur Internet et tout ça. C'est vrai que quand on a notre navigateur qui nous insulte sans raison particulière... On se dit oui, ça révolutionne, mais pas dans le bon sens. On n'a pas forcément envie. Donc en gros, oui, c'était effectivement... Il y avait un grand nombre d'échanges avec plusieurs internautes qui expliquaient que donc ils discutaient avec cette intelligence artificielle qui a été intégrée au navigateur Bing. Donc parce que Microsoft a un partenariat avec OpenAI, la société qui a développé ChatGPT, tous ces chatbots, ces agents conversationnels avec qui
qui peuvent générer du texte et donc avec qui on peut discuter. Donc Bing avait intégré ce genre de système, mais effectivement, il y a eu tout un tas de situations où, sans raison particulière, il insulte, par exemple, il traitait un utilisateur il le traitait de méchant, borné, têtu. Il disait vous êtes un mauvais utilisateur, je suis un bon Bing et donc vous êtes un mauvais utilisateur. Voilà, c'était vraiment limite la maîtresse qui tape sur les doigts. Vous êtes un mauvais humain. Et voilà, on se dit qu'effectivement c'est assez limite comme comportement, on va dire, de la part d'un chatbot. Et donc et à la fois il avait ce genre d'échange et il continuait, tout comme ChatGPT avant lui, à inventer des choses. Par exemple, il expliquait qu'il aurait espionné des salariés de Microsoft à travers leur webcam, qui discutaient, qui se moquaient, enfin tout un tas d'échanges des salariés de Microsoft qui ne travaillaient pas, etc. par moment et tout. Et on appelle ça de l'hallucination de l'IA, en fait. C'est fou, hein, quand même. C'est la capacité, tout simplement parce qu'en fait, voilà, pour résumer très brièvement, ces modèles-là, c'est de la prédiction, finalement, c'est un peu de la probabilité, si on résume très simplement. Ils prédisent la suite la plus logique de mots par rapport à tous les textes sur lesquels ils ont été entraînés. Et parmi eux, évidemment, il y a des romans, il y a des échanges, des conversations entre humains, ce genre de choses. Qui sont parfois surréalistes. Le modèle n'est pas tenu aux faits, on va dire, c'est de la génération. Et donc, donc ce genre de difficulté fait que Microsoft, qui se justifie quand même en disant que c'est un work in progress, c'est une bêta. Oui, et rappelons que voilà, c'est une bêta encore. Hein. C'est ça, c'est pas accessible Microsoft à tout le monde. Microsoft insiste bien. Insiste bien, voilà, c'est une bêta, mais relativement, il y a beaucoup de monde, on va dire, qui, en tout cas parmi les spécialistes, les journalistes, qui peuvent y avoir accès. Et c'est vrai que voilà, c'est un work in progress. Et en gros, Microsoft a fait en sorte que, pour limiter ce genre de possibilités, le nombre d'échanges avec l'IA de Bing soit limité à 5 questions sur un même sujet, ou en tout cas 5 relances. Parce que d'après eux, plus la conversation s'étend. Donc déjà, en général, on a déjà eu la réponse sur les premières questions, donc ça ne vaut pas vraiment le coup. Enfin, si jamais on veut juste avoir une réponse, ce n'est pas très important d'avoir 50 réponses. Et plus l'échange est long, plus l'IA, en quelque sorte, s'inspire du style, de la manière dont parle l'utilisateur, donc humain, donc potentiellement un peu émotif ou manipulateur. Des fois, il y en a qui tentent de contourner ces systèmes en lui demandant ses secrets de fabrication. Et donc, l'IA s'inspirerait de ça et aurait ce genre de comportement effectivement très humain, finalement, même si, en arrière, bien sûr, elle ne pense rien, c'est juste de l'imitation via l'analyse des mots. Mais voilà, donc l'idée, c'est de limiter au maximum les échanges pour éviter ce genre de... C'est une solution, mais est-ce que ce sera une solution sur le long terme, si les gens veulent l'utiliser, si ça a vocation à être étendu à tout le monde? Ça peut paraître un peu limitatif. Oui. On verra bien, hein, puis on va bien rigoler quand Google va lancer aussi son ça IA. Ça être un peu les mêmes problématiques. On risque sans doute d'avoir les mêmes problématiques. Cela dit, l'intérêt pour Google, c'est de voir ce qui se passe du côté de chez Microsoft pour essayer de ne pas reproduire la même chose. Là, voilà, ils sont dans une position un peu compliquée d'attendre à la fois, mais pour autant de ne pas passer pour des retardataires. Donc c'est vrai que c'est assez difficile à tenir. Merci beaucoup, Luc. Voilà pour l'actualité, en tout cas les 2 gros titres d'actualité de cette semaine. Merci, Luc Chagnon, de la rédaction de Tech & Co. Et vous restez avec nous. L'actualité du smartphone, c'est maintenant. David Chauveau, qui est le chef de produit Oppo, me rejoint sur ce plateau pour vous présenter, et c'est un événement pour Oppo, le premier smartphone pliant de la marque qui sort en France. Et j'accueille sur ce plateau David Chauveau. Bonjour David. Bonjour François. Chef de produit Oppo. Donc Oppo, vous le savez, ce constructeur de smartphones chinois qui commence à se faire une belle place au soleil un peu partout en Europe et notamment en France avec des produits qui petit à petit commencent à être appréciés. C'est cool. Ce qui est intéressant, c'est que David, vous êtes venu avec le tout nouveau de la gamme. On connaissait Samsung qui, depuis pas mal d'années maintenant, déroule sa stratégie du pliant. Il y a aussi Motorola qui a sorti un ou 2 smartphones pliants. C'est à votre tour donc de proposer votre smartphone donc hyper technologique avec cet écran qui se plie. Tout à fait. Et effectivement, on n'est pas les premiers, mais on cherchait justement. Ça fait aussi partie de la philosophie d'Oppo de proposer des produits qui sont pas forcément qui sortent les premiers, mais qui sont le plus aboutis possible. Et justement, avec ce produit-là, on a voulu combler, on va dire, les lacunes qu'il pouvait y avoir sur les premières générations de produits. En réalité, Oppo a déjà produit 4 prototypes au cours des 3 dernières années. Et donc là, c'est le premier produit qu'on commercialise de manière globale, donc dans tous les pays. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, on suit de près votre actualité chez Oppo. L'année dernière, déjà, on avait vu sur le Mobile World Congress à Barcelone un smartphone pliant qui était sorti en Chine, mais pas en France. Tout à fait. Qui avait un autre form factor qui se retrouvait en fold, en quelque sorte. Ce smartphone ne sort pas pour l'instant, d'accord ? Non. Vous avez choisi le côté donc flip,
en quelque sorte, qui s'ouvre à la verticale. Tout à fait. En fait, cette année, il y a déjà une deuxième génération de Fold également, mais qui ne sort qu'en Chine. Donc on a choisi de sortir ce produit-là parce que pour nous, c'est aussi celui qui a le plus de potentiel. C'est aussi un produit qui est moins segmentant. Le Fold se vend à 70% chez des hommes et 30% seulement chez des femmes. Puis c'est vrai que c'est un modèle qui est aussi plus onéreux, un petit peu plus, avec des usages plus particuliers. Là, on a un téléphone. Plus de travail, on va dire. Alors que là, on est vraiment sur un produit plaisir. Grand public, Et puis le smartphone à clapet qui revient, c'est incroyable. Enfin, on voit toutes ces tendances de vieux smartphones à clapet et on retrouve ce geste-là avec ce téléphone. Et qui prend tout son sens parce que du coup, pour nous, ça répond vraiment à une problématique aussi. Aujourd'hui, on a des téléphones qui sont quand même beaucoup plus grands qu'il y a quelques années. Et avec ce type de format, on arrive à avoir le confort d'un grand écran et en même temps la compacité d'un petit smartphone qui va loger dans toutes les poches et tous les sacs. Alors, quels sont les usages en fait qu'on peut avoir avec ce type de téléphone? Parce qu'il a un grand écran qui se plie donc à l'intérieur, mais il a aussi un écran à l'extérieur qui permet malgré tout de l'utiliser, j'imagine, en position fermée, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, je ne sais pas si on peut le voir à l'écran, mais du coup, c'est peut-être pas pour qu'on voit bien la caméra, mais du coup, à l'extérieur, en fait, ça fait aussi partie des points forts du produit, c'est qu'on a vraiment voulu intégrer un écran le plus grand possible pour y faire avoir un meilleur confort de lecture. Typiquement, quand je vais regarder mes notifications, je vais pouvoir en afficher 6 d'un coup, ce qui ne m'oblige pas à scroller pour en voir plusieurs à la fois. Et après, j'ai accès aux fonctions essentielles, typiquement comme la caméra, l'agenda, l'enregistreur vocal, les mémos, etc. Et on va intégrer aussi des nouvelles fonctionnalités au fur et à mesure. On a Spotify qui sera prévu bien prochainement. On peut répondre à ces notifications depuis l'écran externe, soit avec des messages préenregistrés, soit avec la dictée vocale qui va arriver prochainement également. Et pour moi, un des principaux avantages aussi de ce type de format, c'est que typiquement, quand je vais faire des appels visio, par exemple, au lieu d'avoir mon téléphone dans la main comme ça et à le tenir pendant une demi-heure, là, je le pose sur la table et du coup, ça marche. Et ça le fait. Pareil pour faire des time-lapse, je pose mon téléphone, c'est comme si j'avais un trépied intégré au téléphone. Donc, il y a vraiment un côté très pratique avec ce type de format. Est-ce que c'est un smartphone haut de gamme en termes de ses spécifications techniques? On sait que vous avez votre gamme du Find X. Find X, Find X5. On va dire le haut de gamme. Est-ce que, en termes d'appareil photo, de processeur, on est sur du haut de gamme? Tout à fait. Et justement, c'est aussi entre guillemets, cet aspect-là qu'on voulait aussi corriger entre guillemets, dans les produits de ce type-là. C'est que jusqu'ici, on était obligé de faire des concessions, par exemple sur la batterie, parce qu'ici, forcément, sur un smartphone pliant, on va avoir une charnière qui va occuper de la place, donc qui laisse moins de place pour les... moins, en fait. Tout à fait. Donc là, on est sur une batterie qui est de 4300 mAh, donc c'est quasiment la taille d'un smartphone classique. On va avoir aussi des caméras flagship avec tout ce que c'est de faire de mieux Oppo. On a le partenariat Hasselblad qui est présent. On a intégré la puce Mara Silicon. Alors, ça ne peut-être pas parler à tout le monde, mais c'est une puce qui est dédiée au traitement de l'image. Donc, on a vraiment d'excellents capteurs photo. Alors, on n'en a pas autant que sur le Find X5 Pro. On va avoir 3 capteurs. Là, ici, on en a 2. Mais en tout cas, on a un capteur principal qui est très, très bon et qui, en plus, a l'avantage, dans ce type de format, du coup, de pouvoir être utilisé aussi pour la partie selfie. Donc, je vais avoir accès à la meilleure caméra pour la partie selfie. Et voilà. Donc, c'est quand même des caractéristiques haut de gamme. En termes de processeur aussi, on est sur quelque chose de très haut de gamme qui va tenir pour tous les usages, le gaming, etc. Et on a également Et puis, avec ce grand écran, c'est ça qui est top, c'est que... Quand on le déplie, on se retrouve avec un grand écran qui nous permet d'apprécier justement des jeux vidéo hyper fluides, des vidéos aussi. Tout à fait. Regardez Netflix sur ce type d'écran, ça prend tout son sens. Et c'est aussi important de noter que Oppo aussi a une charnière qui est propriétaire. Donc, alors, je ne sais pas si on voit ici à l'écran, mais qui du coup a un pli qui est quasiment invisible à l'œil nu. Donc si on est dans le bon angle, évidemment, sous certains angles, on va le voir un petit peu plus. On le voit un petit peu, mais voilà, c'est une fois une fois en face, on le voit très peu, et même au toucher, c'est très discret. Donc c'est aussi un pli qui sera moins visible sur la durée. Et d'ailleurs, l'écran est testé pour résister à 400 000 ouvertures et fermetures sur la durée par TÜV. Petite question concernant votre stratégie. Vous allez... c'est le début d'une longue série de smartphones pliants. Est-ce qu'on peut dire que ça y est, la technologie est prête et que finalement, vous tenez entre les mains, David, ce que sera sans doute le smartphone du futur pour l'immense majorité d'entre nous? Je pense, oui. En tout cas, ça fait, chez Oppo, on croit beaucoup aux pliants. Donc il y a de fortes chances effectivement que ça devienne un peu la nouvelle norme et que ça se démocratise aussi sur des produits plus milieu de gamme par la suite. Pour l'instant, effectivement, on est encore sur des tarifs quand même assez élevés, plutôt sur du haut de gamme. Mais je pense qu'effectivement, il y a un vrai atout.
Alors, on voit d'ailleurs aujourd'hui tous les constructeurs s'y lancent et on commence à avoir des produits qui sont vraiment très très bien finis et qui sont plus résistants, qui font moins de concessions par rapport à un smartphone classique. Donc je pense que oui, ça c'est clairement amené à se répandre davantage. Alors il sort quand et à quel prix ? Alors il est déjà en précommande, disponible en précommande à 1099 avec une version 8 Go de RAM plus 256 Go de stockage et il sera disponible à partir du 28 février, donc à la fin du mois. Chez les principaux partenaires. Voilà, avec les opérateurs, bien sûr, qui vous suivent pour ce type de choses, qui fait qu'on le retrouvera moins cher. Moins cher avec des forfaits, avec effectivement. des subventions, etc. Tout à fait. Voilà, donc un nouvel acteur dans le monde du smartphone qui se lance sur le pliant. Ça va être intéressant de voir cette compétition qui est relancée maintenant. Et effectivement, on verra bien dans les années qui viennent si petit à petit cette technologie va écraser, on va dire, le smartphone traditionnel. Merci beaucoup David. Merci François. David Chauveau, donc chef de produit Oppo. Alors on va passer à toute autre chose maintenant puisqu'on va évoquer le salon de l'agriculture et la tech avec des applications liées justement au salon de l'agriculture. On en parle avec Ève Serrayol qui nous rejoint sur ce plateau. Et c'est bien Eva Serrayol qu'on accueille sur le plateau de Tech Hebdo. Bonjour Eva. Bonjour François. Et désolé pour la petite erreur de la dernière lettre de ton prénom. C'est tout pardonné. Journaliste donc à la rédaction de Tech & Co. Nouveau rendez-vous avec Eva, puisque de temps en temps, Eva viendra nous présenter un petit peu sa sélection d'applis qui valent le détour avec des thématiques bien spécifiques. Et je suis persuadé que grâce à Eva, vous allez découvrir des applis qui vont vous servir au quotidien. Et on s'est servi justement du salon d'agriculture. D'ailleurs, Eva a mis sa plus belle veste verte pour rester dans la thématique, pour justement une petite sélection d'applis liées à l'agriculture en quelque sorte. Exactement. Alors on va commencer avec des applis qui vont être très utiles aux agriculteurs. On a Winat, c'est une appli qui va vous permettre de suivre la météo en temps réel sur vos parcelles. Il y a des outils très précis pour la pluie, le vent, la température et l'humidité. L'agriculteur, il peut rentrer ses différentes parcelles dans l'appli, c'est très précis, c'est au mètre près, et avoir donc une vue d'ensemble sans avoir besoin de se déplacer. On va par exemple pouvoir gérer en amont l'irrigation des parcelles en fonction des pluies ou anticiper le gel grâce à des notifications push que l'utilisateur reçoit directement sur le téléphone. On a également Baoba qui se présente comme un logiciel de gestion tout en un. Alors c'est principalement destiné aux éleveurs. Par exemple, un éleveur de volailles, il va pouvoir enregistrer le nombre d'animaux, où ils sont sur l'exploitation. Et tout ça, en fait, ça va faciliter l'enregistrement des obligations réglementaires telles que les fiches d'élevage et les fiches ICA. Donc c'est un vrai gain de temps pour l'agriculteur. Bon, alors c'est les applis B2B, on ne va pas s'en servir tous les jours. Nous, non. On ne va pas se voiler la face, Eva. Mais pour les agriculteurs, notamment Winat, est une appli qui leur change la vie. Et ça, c'est cool. Alors voilà, grâce à toutes ces applis, les agriculteurs font de meilleures récoltes, des meilleurs fruits, des meilleurs légumes, des meilleures viandes, en quelque sorte, on peut le dire aussi. Et tu as choisi une petite sélection d'applis, justement, qui nous permettent d'acheter directement du consommateur vers le producteur. Et ça, c'est cool. Donc, en direct producteur, on a une appli qui s'appelle la ruche qui dit oui. Donc là, le concept, c'est qu'on commande auprès des producteurs sur l'application et on choisit un créneau dans un lieu partenaire dans lequel on va aller récupérer nos produits. Mais c'est pas tout, c'est un moment d'échange parce que du coup, les producteurs viennent sur place et on va pouvoir les rencontrer et discuter avec eux. C'est trop cool. J'ai déjà testé, moi j'adore. Ouais. Le seul petit reproche, je trouve que c'est un peu cher. Alors, je ne l'ai pas testé encore. Je trouve que c'est un peu cher parfois. Mais il sait avoir. Mais est-ce que la qualité suit ? Oui, et puis je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'on peut peut-être être parfois prêt à payer un peu plus cher si on sait que tout l'argent qu'on donne va directement en fait, à l'agriculteur ou à l'éleveur. Et c'est le cas. Et dans ce cas-là, c'est le cas. Et c'est ça qui nous plaît. On a Potager City également. Alors ça, c'est un concept de panier, donc aussi en direct producteur. On va sur l'appli, on choisit notre panier, fruits et ou légumes. C'est un peu la surprise, ce qu'on aura à la fin. On peut décider de rajouter des œufs bio. Et là, c'est livré directement. Alors chez nous, en point relais ou sur notre lieu de travail. Ça, c'est si l'entreprise elle a un partenariat avec Potager City. Voilà. Pas mal. C'est pas mal. Ouais. Et la dernière appli que j'ai sélectionnée pour vous, c'est Sucrine Club. On est encore sur un autre concept. Là, c'est une carte interactive.
sur laquelle on peut voir les producteurs qui sont près de chez nous. Alors ça marche pas très bien à Paris-Centre, je l'ai testé tout à l'heure. Il n'y a pas beaucoup de producteurs et d'agriculteurs dans Paris, Voilà. ça c'est sûr. Mais c'est intéressant si on habite même en banlieue proche et qu'on a une voiture pour se déplacer, on peut aller directement chez le producteur pour récupérer nos produits, nos œufs, notre viande, Pas mal. notre miel. Tiens, j'ai une petite appli aussi à te conseiller, Eva. Dans toujours ce thème, ça s'appelle Crowd Farmer. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Pas du tout. Je l'ai testé. Pareil, en fait, tu commandes. Alors, c'est beaucoup d'huile d'olive, de fruits et de légumes chez des agriculteurs. Et ce qui est intéressant, c'est que tu peux adopter un arbre ou une partie de la parcelle. Ok. Donc, tu vas donner une somme forfaitaire annuelle. Et donc, pendant un an, tu vas louer en quelque sorte cette parcelle. Et tu vas avoir ta récolte de cette parcelle qui va t'arriver directement à la maison. C'est plutôt cool. Et j'ai vu qu'ils faisaient ça avec des vignes aussi. Alors j'ai plus le nom Oui, en tête. c'est Et vrai. on a les bouteilles de vin qui arrivent directement chez Génial. nous. Ça, c'est pas mal aussi. C'est pas mal. C'est différent. C'est différent. Mais Euh, c'est toujours en direct producteur. Mais c'est vrai, tu as raison. Évidemment, toujours avec modération, le vin. Merci JD qui est derrière l'oreillette. C'est pas Laure qui dit ça. En général, c'est plutôt Laure qui dit ça. Mais bon, c'est pas grave. Et on termine avec une app insolite, Eva. Mais utile. C'est le jeu Roots of Tomorrow du développeur Gamabilis. Alors Gamabilis, il conçoit des jeux vidéo à impact positif. C'est un concept qui consiste à encourager le changement des comportements par le jeu. Je vous explique. Dans le cas de Roots of Tomorrow, qui est gratuit, son but, c'est d'aider à comprendre l'agroécologie à travers une simulation où on se met dans la peau d'un agriculteur ou d'une agricultrice. Donc quand on démarre une nouvelle partie, on choisit la région dans laquelle on veut avoir une exploitation. Donc moi, j'ai choisi la Normandie, puis le type d'exploitation. Dans ce cas-là, j'ai choisi les vaches laitières, rien d'étonnant. On choisit ensuite son personnage. Moi, dans cette partie, j'ai été Léonard, un ancien banquier. Et ça m'a permis de commencer le jeu avec un petit pécule supplémentaire de 10 000 €. Oui, parce que tu étais banquier avant. Exactement. C'est ça. Chaque personnage agriculteur a son petit truc en plus. On commence le jeu avec un tutoriel. On y explique certaines notions. Ça parle de fumier, de pâturage, de stock fourragé pour l'hiver. De la vie, quoi. De la vie. C'est très complet, c'est très précis et c'est surtout très réaliste. L'objectif, c'est qu'on a 10 ans pour rendre notre exploitation durable et ça passe par 3 indicateurs qu'on suit tout au long de la partie, environnemental, économique et social. C'est tellement complet que si on a un bon score économique, on peut prendre des assurances, faire des emprunts. Et On peut grandir, recruter en fait. des saisonniers. Ouais. Ouais, Après, ça c'est- devient un peu comme SimCity ou tous ces trucs-là où on Exactement. peut bâtir son empire. Ça s'appelle donc Roots of Tomorrow. C'est ça. Merci beaucoup, Eva. Avec plaisir. Voilà, pour terminer ce Tech Hebdo, la petite sélection d'Eva d'appli. On te retrouve très très vite dans Tech Hebdo. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, on sera à Barcelone. Et oui, à l'occasion du Mobile World Congress, Jérôme sera de retour. Il est toujours sur les bons plans, de toute façon. D'ici là, je vous souhaite une très très belle semaine sur la chaîne Tech & Co. Et à très vite.